Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité de réanimation de la SFAR, Société française d'anesthésie réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier épisode de la série Interview des auteurs, une série dédiée aux études françaises publiées récemment dans les plus grands journaux scientifiques, qu'ils soient de spécialité ou généralistes. Pour commencer, nous avons choisi de mettre à l'honneur la professeure Audrey de Jong et son étude publiée en janvier 2023 dans le Lancet Respiratory Medicine intitulée Effect of non-invasive ventilation after extubation in critically ill patients with obesity in France, a multicenter unblinded pragmatic randomized clinical trial, dont l'acronyme plus connu et sans équivoque est Extube obèse. Nous sommes donc avec Audrey de Jong, professeure d'anesthésie-réanimation au CHU de Montpellier. Professeur de Jong, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de vous prêter à l'exercice de cette interview pour la SFAR. Votre étude porte sur l'effet de la VNI en post-extubation du patient obèse en réanimation, effet comparé à celui de l'oxygénation sans ventilation, qu'elle soit par optiflow ou lunettes nasales simples. Ma première question, c'est pourquoi cette étude et particulièrement pourquoi cette population, les obèses, sur lesquelles vous avez beaucoup publié? Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation pour ce podcast SFAR. Cette étude, elle est partie d'une idée du professeur Samir Jaber, qui a fait un état des lieux de la littérature et qui a vu que finalement, quand on regardait ce qui était disponible sur le meilleur support ventilatoire après l'extubation des patients avec obésité, on n'avait pas de données très dures, on n'avait que des données observationnelles, souvent des études rétrospectives, en tout cas monocentriques, et on n'avait pas de données dures sur quel support ventilatoire utiliser. Donc, souvent, on avait des études même partielles qui comparaient VNI versus oxygène standard, d'autres qui allaient comparer oxygène à haut débit versus oxygène standard, mais aucune étude ne faisait la synthèse de tout ce qui était possible de faire en support ventilatoire chez le patient avec obésité. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le design suivant. D'un côté, la ventilation non invasive, de l'autre, l'oxygène, quel que soit le type d'oxygène. Donc ça, c'était la première randomisation. Et ensuite, on a fait une seconde randomisation pour le support d'oxygène, donc pas de ventilation, mais d'oxygène utilisé. Donc dans le groupe oxygène seul, c'était soit oxygène standard, soit oxygénothérapie à haut débit. Et dans le groupe ventilation non invasive, entre les séances de ventilation non invasive, puisque c'était de la ventilation non invasive préventive, on randomisait aussi le type d'oxygène utilisé, c'est-à-dire oxygène standard ou oxygène à haut débit. J'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup, c'était très clair. L'outcome principal, c'est un outcome composite qui comprend la réintubation dans les 3 jours, le changement pour l'autre bras de traitement ou l'arrêt précoce du traitement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à choisir ce critère qui est composite, donc, et pourquoi pas seulement un seul d'entre eux? Alors, je pense que là, on a voulu être très honnête et faire une étude très pragmatique qui reflète la vraie vie. Et après, lors de la soumission du papier, d'ailleurs, on a un peu regretté le choix de ce critère de jugement principal. Pourtant, c'était un critère validé puisque c'était celui utilisé dans l'étude de François Stéphane qui avait été publiée dans le JAMA. C'était un JAMA en 2015 ou 2016 et c'était sur justement le support ventilatoire post-extubation des patients obèses après chirurgie cardio-thoracique. Donc c'était pas que les patients obèses, il prenait une patiente tout venant, ensuite il avait une population tout venant, ensuite il avait fait une étude spécifique chez les patients obèses dans la sous-population, et il avait pris ce critère qui reflète le mieux la vraie vie, puisque finalement il n'y a pas que la réintubation qui compte, puisqu'on sait que souvent on va faire de l'oxygène standard, et pourtant on va passer à la ventilation non invasive ou alors on va passer à l'oxygène à haut débit et on va pas forcément réintuber le patient. Donc c'est pour ça qu'un critère composite qui prenait en compte toutes les composantes de l'évolution du patient suite à la mise sous support ventilatoire nous semblait le plus adapté. Et vous avez dit que vous aviez regretté lors de la soumission. Pourquoi le reviewing vous l'a reproché? Un petit peu, on nous a dit pourquoi vous n'avez pas pris réintubation seule?
pourquoi vous avez pris ce critère finalement hyper compliqué que la plupart des reviewers ont pas tellement compris, hein. Puisque bon, c'est vrai que on aurait aimé, même pour l'écriture du papier, plutôt que dire critères composites à chaque fois, on avait appelé ça échec du traitement dans les 3 jours suivant l'extubation. Et à chaque fois, on était obligé de dire c'était un critère composite de réintubation pour ventilation mécanique, de changement pour l'autre groupe de traitement ou pour arrêt prématuré du traitement. Et le problème auquel on a été confronté, c'est que l'arrêt prématuré du traitement avait essentiellement lieu dans le groupe VNI, donc c'était essentiellement l'intolérance. Et par contre, le switch pour l'autre traitement, il n'avait pas du tout lieu dans le groupe VNI, il avait lieu que dans le groupe oxygène standard ou oxygène à haut débit vers le groupe VNI. Donc on nous a dit, un des composantes du critère composite, vous avez zéro switch dans un des groupes, c'est bizarre. Et on a eu beau expliquer ce qu'on avait voulu dire par ce critère, on n'a pas été tellement compris. À tel point qu'on a vraiment mis, suite aux demandes des reviewers, la réintubation en avant, cette réintubation dans les 3 jours qui suivent l'extubation. Et quand on regarde l'abstract, on voit que c'est mis dans l'abstract justement à la demande des reviewers, pour peut-être donner un message plus simple à comprendre au plus grand nombre, puisque quand on rentre dans les journaux généralistes, il va pas forcément avoir que des anesthésistes réanimateurs ou des réanimateurs qui le lisent. Il va avoir plein d'autres médecins, le médecin généraliste, le psychiatre, qui font un peu de culture générale. C'est vrai que le message était un peu plus compliqué. Donc pour les prochaines études, on a décidé de prendre des critères un peu plus simples. Très bien, merci beaucoup de ces explications. Vous avez dû faire une analyse post-hoc de vos données également. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et quels en sont les résultats? Tout à fait. Alors, l'analyse post-hoc, ça tout vient de ce critère de jugement principal finalement, puisque on n'avait pas de différence. L'étude n'était pas designée pour ça déjà sur la réintubation en 72 heures, puisqu'on avait 10% des patients réintubés dans le groupe VNI et 12% dans le groupe oxygène en général. Donc, on nous a dit, votre traitement, la VNI, c'est bien, ça diminue votre critère composite bizarre, là, auquel on comprend rien, mais par contre, il n'y a pas d'effet sur la réintubation, donc ça ne marche pas. Et alors, on a expliqué, mais non, parce que il y a quand même tous ces switches qui ont été faits du bras oxygène vers le bras VNI, et les switches n'ont pas forcément été réintubés ensuite, c'est-à-dire que la VNI a fonctionné en rescue, et donc ces patients n'ont pas été réintubés. Et donc on a dit, puisque c'est comme ça, on va faire une analyse qu'on a appelée crossover post-hoc, qui dit quels traitements ont vraiment reçu les groupes. Donc on a fait les groupes qui avaient vraiment reçu de la VNI, y compris ceux du groupe oxygène qui étaient passés dans le bras VNI, et les groupes qui avaient vraiment reçu que de l'oxygène, y compris ceux qui avaient eu par exemple une intolérance à la VNI qui était passée dans le groupe oxygène. Et en faisant ça, cette fois-ci, on avait une différence sur la réintubation, puisqu'on n'avait plus que seulement 9% de réintubation dans le groupe VNI contre 10% au départ, et 13% dans le groupe oxygène contre 12% au départ. Et là, on arrivait au fameux petit p inférieur à 0,05. On était content puisqu'on avait une p-value à 0,037. Et là, ça a été un message un peu plus clair. On l'a aussi présenté dans les courbes de Kaplan-Meier. Eh bien oui, en effet, vos résultats sont sans appel, avec plus de patients en échec de traitement dans le bras oxygénation que ventilation. Vous aviez également des outcomes secondaires. Pouvez-vous nous décrire les résultats secondaires? Oui, tout à fait. Donc, dans les outcomes secondaires, on avait évalué beaucoup d'outcomes, hein, et on avait notamment l'incidence d'insuffisance respiratoire aiguë dans les 7 jours après l'extubation. On avait aussi le rapport PO2 sur FiO2 jusqu'à J7, les réintubations à 7 jours, à 14 jours et à 28 jours, le SOFA jusqu'à J7 et les durées de séjour en réanimation à l'hôpital ainsi que la mortalité à J28 et à J90. Globalement, sur ces critères secondaires, on ne retrouvait pas de différence significative.
Donc on les a tous présentés dans un tableau et là encore les reviewers nous ont dit de tous les présenter dans le tableau du main manuscrit et pas dans le supplémental. Et donc on avait pas de différence là-dessus. On avait une tendance pour le critère secondaire principal qui était l'insuffisance respiratoire aiguë dans les 7 jours après l'extubation, puisqu'on avait seulement 11% dans le groupe VNI contre 14% dans le groupe oxygène thérapie, mais sans atteindre de différences significatives. Eh bien, merci. C'était un essai randomisé contrôlé. Vous avez pourtant dû ajuster vos résultats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, effectivement. Donc l'analyse principale n'a pas été ajustée. Et par contre, l'analyse secondaire a été ensuite ajustée. Alors pourquoi? C'est vrai que c'était pas du tout indispensable. On avait quand même des groupes assez balancés, mais comme on avait beaucoup de centres qui ont inclus des patients, on a voulu ajuster sur le centre pour se dédouaner de l'effet centre, et ensuite sur les facteurs de confusion principaux qu'on pouvait attendre. Mais effectivement, l'analyse multivariée comme attendu ne changeait pas du tout les résultats. Merci beaucoup. En conclusion, est-ce que ces résultats impactent votre pratique et que conseillez-vous à des praticiens qui prennent en charge des patients obèses en réanimation? Alors oui, moi ça impacte ma pratique au quotidien, puisque on avait évalué à la fois des patients chirurgicaux et médicaux, puisque la randomisation était stratifiée sur le type d'admission, chirurgicale versus médicale, la durée de ventilation avant extubation, donc moins de 48 heures ou plus de 48 heures. Et donc le fait d'avoir stratifié sur ces composantes et le fait que les résultats soient positifs dans tous les sous-groupes, ça fait que même nos patients post-opératoires qui ont une chirurgie un peu prolongée, à partir du moment où ils sont obèses, on peut penser qu'on a un bénéfice à leur faire de la ventilation non invasive préventive. Donc là, j'ai pas trop détaillé jusqu'à maintenant le caractère préventif, et le professeur Jabert me dirait il faut le préciser. La VNI préventive, c'est minimum 4 heures par jour, mais c'est des séances assez courtes, entre 30 minutes et 1 heure, et on arrête cette VNI la nuit. Tandis que la VNI curative, on part sur des séances plus longues et surtout au début jusqu'à amélioration de l'état clinique du patient. Donc c'est deux façons très différentes de faire de la VNI. Et notamment chez les patients chirurgicaux, ça va un peu changer ma pratique puisque certains, je les aurais pas forcément mis dans un service qui dispose de ventilation non invasive. Et maintenant, on va les admettre un peu plus en préventif, surtout lorsqu'il y a des comorbidités associées, lorsqu'ils sont âgés, lorsqu'ils ont une insuffisance cardiaque, les admettre davantage en réanimation où on peut faire de la VNI, ou dans les services qui font de la VNI aux soins continus par une équipe entraînée dans ces services de soins continus. Autre implication, le patient médical de réanimation classique qui est ventilé plus de 48 heures et qui lui aussi a une obésité, en post-extubation, les données semblent également très probantes de dire chez ces patients-là, je fais pas que de l'oxygène à haut débit si c'est ma stratégie d'oxygénation habituelle, je fais quelques séances de VNI, au moins dans les 24 heures qui suivent l'extubation, pour me donner toutes les chances de réussir chez ces patients qui ont souvent une extubation assez complexe et en tout cas qui peut faire un peu peur. Très bien. Je vous remercie de votre présence et de vos réponses très claires à nos questions. Nous vous recommandons donc la lecture de cet excellent article dans le Lancet Respiratory Medicine de janvier. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles interviews.